Chaque année, des milliards d'appareils sont lancés dans le monde, qui ne fonctionneraient pas sans un métal presque invisible. Mais que diriez-vous si je vous affirmais que l'avenir des smartphones, des voitures électriques et de l'énergie verte repose sur un matériau dont l'extraction peut empoisonner des régions entières, et qui est de facto contrôlé par un seul État? Pourquoi un élément minuscule détermine-t-il la puissance d'un moteur, l'autonomie d'une voiture électrique et même la stabilité des marchés mondiaux? On parle peu du néodyme, et pourtant c'est lui qui constitue le fondement caché de notre civilisation moderne. Dans cette vidéo, nous suivrons le parcours du minerai brut jusqu'aux aimants ultra puissants. Et tout à la fin, je vous révélerai un fait qui explique pourquoi ce métal est déjà devenu une arme géopolitique. Dans les smartphones, les aimants au néodyme assurent le fonctionnement des haut-parleurs, des microphones, des vibreurs et des systèmes de mise au point automatique des caméras. Dans les ordinateurs et les serveurs, ils garantissent le positionnement des éléments mobiles et le refroidissement. Dans les véhicules électriques, le néodyme détermine véritablement les performances du moteur de traction, couple et autonomie. Dans les éoliennes, il transforme la rotation des pales en électricité, sans recours à des transmissions mécaniques complexes. De ce fait, contrôler le néodyme, c'est contrôler le rythme du développement de l'électronique, des transports et de l'énergie. Car sans lui, la plupart des technologies modernes perdent leur efficacité ou deviennent économiquement non rentables. Les terres rares sont longtemps demeurées hors du regard du grand public, mais ce sont elles qui constituent le socle invisible de notre civilisation technologique contemporaine. Le néodyme, le dysprosium et quelques dizaines de métaux apparentés ne sautent pas aux yeux, ne brillent pas dans les bijoux et se rencontrent rarement à l'état pur. Le néodyme appartient au groupe des lanthanides, que l'on a appelé terres rares, non pas parce qu'ils sont exceptionnellement rares, mais en raison de la complexité de leur extraction et de leur séparation. Dans la nature, ils se trouvent presque toujours ensemble, sous forme de mélanges minéraux complexes. C'est précisément cela qui les a rendus peu attrayants pour l'industrie pendant des décennies. La situation a changé à la fin du XXe siècle, lorsque l'humanité s'est heurtée aux besoins d'aimants ultra puissants, compacts et stables. La révolution est survenue avec l'apparition des aimants néodyme fer-bore. Ils se sont révélés plusieurs fois plus puissants que leurs équivalents traditionnels en ferrite ou alnico. Un petit fragment d'un tel aimant peut générer un champ magnétique qui nécessitait auparavant des structures beaucoup plus grandes et lourdes. C'est précisément grâce à cela qu'il est devenu possible de miniaturiser les moteurs électriques, les haut-parleurs, les disques durs, les systèmes de stabilisation et une multitude d'autres composants. Dans un smartphone moderne, les aimants au néodyme fonctionnent simultanément dans plusieurs ensembles. Le module de vibration, les haut-parleurs, les micromoteurs des caméras. Dans les véhicules électriques, leur rôle est encore plus critique. Les moteurs de traction à aimant permanent garantissent une efficacité élevée, moins de pertes d'énergie et des dimensions plus compactes. Pour assurer un fonctionnement stable à haute température, on ajoute du dysprosium ou du terbium à la composition des aimants. Ce sont précisément ces éléments qui empêchent les aimants de perdre leurs propriétés sous charge, mais les rendent par la même occasion encore plus stratégiques. Les éoliennes constituent un autre exemple emblématique. Les générateurs modernes à entraînement direct nécessitent des centaines de kilogrammes d'aimants au néodyme. Sans eux, il faudrait revenir aux multiplicateurs encombrants, ce qui réduirait la fiabilité et augmenterait les coûts de maintenance. Ainsi, la transition vers l'énergie verte est directement liée à l'accès aux terres rares. Cependant, le parcours de ces matériaux, de l'extraction à leur intégration dans des produits de haute technologie, est loin d'être exemplaire. L'exploitation minière et le traitement des terres rares figurent parmi les processus les plus problématiques sur le plan environnemental dans l'industrie extractive.
Les minerais contiennent souvent des impuretés radioactives, et la séparation chimique exige d'importantes quantités d'acide et d'eau. Les déchets s'accumulent dans des bassins de résidus, contaminant les sols et les ressources en eau. C'est précisément pour cette raison que de nombreux pays ont renoncé par le passé à leur production nationale, la confiant de fait à l'externalisation. Ce vide a été comblé par un seul État, la Chine. Dès les années 1990, elle a investi méthodiquement dans l'extraction, le raffinage et la purification des terres rares. La combinaison de normes environnementales peu contraignantes, d'un soutien étatique massif et d'une stratégie de long terme a permis à la Chine d'établir un quasi-monopole sur le marché mondial. Aujourd'hui, c'est là que se concentre l'essentiel des capacités de transformation des matières premières de terres rares, même lorsque le minerai lui-même est extrait ailleurs. Ce monopole a fait du néodyme et du dysprosium un instrument géopolitique. Les restrictions à l'exportation, les quotas ou même de simples menaces de rupture d'approvisionnement ont un impact immédiat sur les marchés de l'électronique, de l'automobile et de l'énergie. Les pays qui aspirent à l'indépendance technologique sont contraints de repenser d'anciennes solutions, d'investir dans le recyclage, la réutilisation et la recherche d'alternatives. La production de néodyme commence bien avant l'apparition des aimants brillants et des composants de haute technologie. Tout démarre avec le minerai, le plus souvent de la basténésite ou de la monazite, des minéraux contenant un mélange d'éléments de terres rares, étroitement imbriqués. Après extraction, le minerai est concassé et broyé jusqu'à obtenir une poudre fine qui passe par une étape d'enrichissement. Par flottation ou séparation magnétique, on obtient un concentré de minéraux de terres rares. À ce stade, le néodyme n'est toujours pas isolé. Ce n'est que la préparation à la partie la plus complexe de tout le processus. L'étape suivante est le traitement chimique. Le concentré est dissous dans des acides, généralement sulfuriques ou chlorhydriques, transformant la roche solide en une solution agressive saturée d'ions de terre rares. C'est précisément ici que la production acquiert sa réputation de sale. D'importants volumes de déchets liquides se forment, ainsi que des sous-produits contenant du thorium et d'autres éléments indésirables. Ces solutions nécessitent un contrôle rigoureux et une purification ultérieure. L'étape la plus cruciale et la plus longue demeure la séparation des terres rares entre elles. Chimiquement, elles sont extraordinairement similaires, si bien qu'on ne peut simplement les filtrer. On recourt alors à l'extraction par solvant. Le liquide traverse à maintes reprises des cascades de réacteurs, où les différents éléments passent tour à tour de la phase aqueuse à la phase organique, et inversement. Ce processus peut s'étaler sur des semaines. Au final, on obtient des fractions distinctes, où le néodyme se trouve enfin séparé du praséodyme, du dysprosium et de ses autres voisins. Après purification, le néodyme est précipité sous forme de sel ou d'oxyde, le plus souvent d'oxyde de néodyme. Cette poudre constitue déjà une matière première industrielle, mais pas encore un métal. Pour obtenir le néodyme métallique, l'oxyde est réduit dans des fours sous vide ou sous atmosphère inerte à l'aide de calcium ou d'autres agents réducteurs. Le processus se déroule à haute température et dans des conditions où le métal n'entre pas en contact avec l'oxygène, faute de quoi il s'oxyderait instantanément. Le néodyme métallique obtenu est un matériau gris argenté, chimiquement actif, rarement utilisé tel quel. Il est presque immédiatement destiné à la fabrication d'alliages magnétiques, où il s'associe au fer et au bore. Ainsi, le chemin du minerai à l'aimant passe par des dizaines d'opérations, des milliers de tonnes de réactifs et une quantité considérable d'énergie. Chaque année dans le monde, il existe un métal si rare qu'on le trouve plus souvent dans les météorites
que dans la croûte terrestre. Pourquoi cet élément, dont presque personne n'a entendu parler, coûte-t-il plus cher que l'or et détermine-t-il l'avenir de l'écologie, de l'aviation et des hautes technologies? Comment se fait-il que sans quelques grammes d'iridium ou de rhodium, les catalyseurs modernes cesseraient tout simplement de fonctionner et le verre ultra pur deviendrait impossible? Ces métaux ne s'extraient pas, on les capte littéralement dans les déchets d'autres minerais, au risque de tout perdre. Aujourd'hui, vous découvrirez le parcours des éléments les plus rares de la planète, du cosmos au four industriel. Et si vous suivez jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi l'impact d'un astéroïde, il y a des millions d'années, influence encore notre civilisation. L'iridium et le rhodium appartiennent au groupe des métaux du platine et sont considérés comme parmi les éléments les plus rares et les plus précieux de la planète. Leur histoire est étroitement liée au développement de la chimie et de la métallurgie du début du 19e siècle, lorsque les scientifiques commencèrent à étudier de manière systématique les impuretés présentes dans les minerais de platine. L'iridium fut découvert en 1803 par le chimiste anglais Smithson Tennant lors de l'analyse d'un résidu insoluble qui subsistait après dissolution du platine dans l'eau régale. Le métal tient son nom du mot latin « iris », arc-en-ciel, en raison des sels multicolores qui se formaient au cours des réactions. Le rhodium fut découvert presque simultanément par William Wollaston, qui remarqua la teinte rose caractéristique de ses composés. C'est du mot grec « rhodon », qui signifie « rose », que provient le nom de ce métal. La valeur exceptionnelle de l'iridium et du rhodium s'explique non seulement par leur rareté, mais aussi par une combinaison unique de propriétés physiques et chimiques. Dans la croûte terrestre, leur teneur se mesure en fractions de microgrammes par tonne de roche, et l'extraction industrielle n'est possible qu'en tant que sous-produit du traitement des minerais de platine ou de nickel. Cela signifie que les volumes de production sont strictement limités par la géologie et non par la demande du marché. Toute augmentation de la consommation est pratiquement impossible à compenser rapidement par un accroissement de l'extraction, ce qui rend ces métaux extraordinairement coûteux. L'iridium est reconnu comme l'un des métaux les plus résistants à la corrosion dans la nature. Il ne réagit pratiquement pas avec les acides, les bases et les sels fondus, même à des températures élevées. Son point de fusion dépasse 2400 degrés Celsius et sa résistance mécanique persiste là où la plupart des autres métaux auraient depuis longtemps perdu leurs propriétés. C'est précisément pour cette raison que l'iridium est utilisé dans des environnements où les matériaux subissent simultanément l'action de produits chimiques agressifs et d'une chaleur extrême. Le rhodium possède un point de fusion légèrement inférieur, mais se distingue par une stabilité de surface exceptionnelle et un pouvoir réfléchissant élevé. Il ne s'oxyde pratiquement pas à l'air, même lors d'un chauffage prolongé, ce qui en fait un matériau idéal pour les revêtements et les contacts. L'iridium et le rhodium jouent un rôle clé dans les catalyseurs modernes. Ce sont précisément ces métaux qui permettent d'accélérer les réactions chimiques tout en restant stables pendant des milliers d'heures de fonctionnement. Le rhodium est un composant indispensable des catalyseurs automobiles de nouvelle génération, où il assure la réduction des oxydes d'azote en azote moléculaire. Sans le rhodium, les systèmes modernes de traitement des gaz d'échappement seraient nettement moins performants, et le respect des normes environnementales strictes deviendrait pratiquement impossible. L'iridium, quant à lui, est largement utilisé dans les catalyseurs électrochimiques, notamment dans les installations d'électrolyse de l'eau, où il garantit une efficacité élevée et une longévité remarquable des anodes, même dans un environnement fortement oxydant. Une application particulière de ces métaux, moins connue du grand public mais d'une importance capitale, concerne l'industrie verrière.
Dans la production de verres spéciaux, notamment optiques, de laboratoire et pour écran, on utilise des fours fonctionnant à des températures supérieures à 1500 degrés. Dans de telles conditions, la plupart des métaux se déforment ou réagissent avec le verre, le contaminant. Les alliages d'iridium et de rhodium servent à fabriquer des creusets, des électrodes et des éléments structurels de four, car ils résistent à un chauffage prolongé sans corrosion et n'interagissent pas avec le verre. C'est précisément grâce à ces métaux que devient possible la production de verre ultra pur aux propriétés parfaitement contrôlées. Le prix de l'iridium et du rhodium dépasse souvent la valeur de l'or et même du platine, et ce n'est pas un phénomène spéculatif, mais la conséquence directe de la combinaison d'une offre limitée et d'une importance technologique critique. Ils ne sont pas de simples métaux d'investissement, ni des symboles de luxe. Ce sont des matériaux sans lesquels l'industrie moderne, les technologies écologiques, la chimie et la production à haute température auraient un visage radicalement différent. L'iridium et le rhodium demeurent le socle invisible mais fondamental de nombreux procédés qui façonnent le monde technologique du XXIe siècle. L'iridium n'apparaît pas comme la plupart des métaux usuels, et c'est précisément ce qui le rend si rare et précieux. Son origine ne commence pas dans les mines industrielles, mais bien plus profondément, au niveau même de la formation de la Terre. L'iridium fait partie des éléments dits sidérophiles, c'est-à-dire ceux qui aiment le fer. Lors de la formation de notre planète, la majeure partie de l'iridium a migré vers le noyau terrestre en compagnie du fer. De ce fait, il n'en subsiste que des traces infimes dans la croûte terrestre, à des concentrations qui se mesurent en fractions de microgrammes par tonne de roche. La fraction d'iridium accessible à l'homme a une double origine. D'abord, ce sont des restes de matière primordiale qui n'a pas eu le temps de descendre vers le noyau et s'est conservé dans certaines zones du manteau et de la croûte. Ensuite, et c'est tout aussi important, l'iridium est arrivé à la surface de la Terre avec les météorites. Les corps cosmiques, notamment les météorites ferreuses, contiennent des concentrations d'iridium bien plus élevées que les roches terrestres. C'est précisément ce qui explique la fameuse anomalie d'iridium dans les couches géologiques liées à la chute d'un grand astéroïde à la fin du Crétacé. Sur le plan industriel, l'iridium n'est presque jamais extrait comme métal principal. On l'obtient comme sous-produit lors du traitement des minerais de platine et de nickel. Les sources d'iridium les plus importantes se concentrent dans les régions où se trouvent de grands gisements de métaux du groupe du platine. Tout d'abord, l'Afrique du Sud, où les gisements du complexe du Bushveld assurent l'essentiel de la production mondiale. Des volumes importants proviennent également de Russie, notamment de la région industrielle de Norilsk, tandis que des quantités plus modestes sont extraites au Canada et aux États-Unis. Le procédé d'obtention de l'iridium est complexe et comporte de nombreuses étapes. Après l'extraction du minerai, celui-ci est enrichi pour en extraire un concentré de métaux du groupe du platine. Ce concentré subit ensuite une série d'opérations chimiques au cours desquelles le platine, le palladium, le rhodium, l'iridium et d'autres éléments sont progressivement séparés. L'iridium reste généralement dans les résidus les plus stables et insolubles, ce qui souligne une fois de plus son exceptionnelle inertie chimique. Ce n'est qu'après une purification complexe qu'on l'obtient sous forme de poudre ou de métal compact. Ainsi, l'iridium est un métal d'origine cosmique, presque entièrement enfoui dans les profondeurs de la planète et accessible à l'homme uniquement grâce à une combinaison rare de processus géologiques et de technologies complexes. C'est pourquoi chaque gramme d'iridium est le fruit d'un immense voyage, des entrailles de la Terre et du cosmos jusqu'aux productions de haute technologie du monde moderne. Chaque année,
On crée dans le monde des matériaux qui semblent fragiles, mais arrêtent les balles, supportent des températures infernales et survivent à l'espace. Et le plus redoutable d'entre eux est né sous forme de tasse à thé. Comment se fait-il que la fine porcelaine chinoise, issue de la secrète capitale de la céramique, se soit transformée en blindage pour soldats et en cœur de réacteurs d'avion? Pourquoi cette substance qui se brise en tombant pulvérise-t-elle une balle en 1 milliseconde? Il existe un mécanisme caché dont on ne parle ni dans les musées ni dans les boutiques. Suivez cette vidéo jusqu'au bout. Vous découvrirez une vérité surprenante sur la céramique qui transforme les guerres, l'aviation et la notion même de résistance. D'abord, la porcelaine chinoise traditionnelle, reine de Jingdezhen, capitale de la céramique. L'argile y est particulière, du kaolin, pur aluminosilicate des montagnes, sans fer pour éviter le jaunissement. On la prélève, on la pulvérise, on la mélange au feldspath et à la roche argileuse. Le mélange, 50% de kaolin, 25% de feldspath, 25% de quartz, est broyé dans l'eau jusqu'à consistance crémeuse, filtré, pressé dans des moules. Les pièces glacées sèchent pendant des semaines car l'épaisseur doit rester inférieure à 5 mm, sans quoi elles se fissurent. Première cuisson à 870 degrés. Le biscuit, poreux comme du pain. Puis la glaçure, mélange de feldspath, de quartz, d'ocre, qu'on applique avant une deuxième cuisson à 1700 degrés dans des fours à bois pendant 12 heures. Le feu rugit, la température monte lentement, le quartz fond, comble les pores, la glaçure vitreuse étincelle comme un diamant. Le service obtenu est fin, translucide, teinte comme du cristal, résiste à l'eau bouillante 100 ans sans fissure. Les Chinois gardèrent le secret 1000 ans, les Européens l'imitèrent à Meissen en 1710, mais sans kaolin pur, le résultat était grisâtre. Aujourd'hui, Jingdezhen produit 500 000 tonnes par an, exportées vers 100 pays. Mais la porcelaine, c'est pour les tasses. La céramique technique, elle, sert au combat et à l'espace. La recette de base est similaire, mais les additifs changent tout. Blindage, carbure de silicium ou carbure de bore. Argile, plus silicium, plus carbone. Compression à 30 000 psi. Cuisson à 2538 degrés dans des fours sous vide. Résultat, des plaques de moins de 10 mm d'épaisseur. Dureté 9,5 sur l'échelle de Mohs. Densité 2,5 g par centimètre cube, 2 fois plus légère que l'acier. Les balles sont stoppées ainsi. À l'impact, la céramique pulvérise le projectile en poussière. L'énergie est absorbée par un renfort composite en Kevlar ou en polyéthylène. Dans les gilets par balles, ESAPI, 6 kg de céramique encaissent près de 8 mm à 853 mètres. Dispersion du projectile à l'échelle du micron. L'armée américaine achète 2 millions de plaques par an, 300 $ pièce, mais ça sauve des vies. Pour les moteurs, céramique à base de zircone ou nitrure de silicium. Voici la turbine d'un turboréacteur. Gaz à 1640 degrés Celsius, aube tournant à 50 000 tours par minute. Le métal fond, pas la céramique, conductivité thermique 2 fois moindre, oxydation minimale. Fabrication. Poudre de zirconium stabilisée à l'yttrium, granulée, pressée, fritée à haute température avec 30% de retrait. On obtient un monolithe sans joint. Dans certains moteurs, les aubes céramiques pèsent 30% de moins, durent plus longtemps. La NASA teste pour l'espace. Ça supporte 500 cycles de refroidissement et de réchauffement. Ou le carbure de silicium pour les pompes. Résistance totale à la corrosion dans les acides. Usure 50 fois moindre que l'acier. Le secret réside dans la transition de phase.
Lors de la cuisson, l'argile se déshydrate. Les fondants fondent et lient les cristaux en une matrice. Les additifs. Oxyde d'aluminium pour la dureté, magnésium pour la plasticité. L'impression 3D permet désormais de créer des formes complexes, pour les prothèses ou la protection thermique de SpaceX. Inconvénient, la fragilité. Ça tombe, ça casse. Mais le renfort par fibre agit comme un composite verre plastique. La Chine domine, 70% du kaolin mondial, 10 milliards de dollars d'exportation. En Europe, Ceramtech, Kyocera. Un fait marquant, la première ceinture de mitrailleuse en céramique des années 40 arrêtait près de 13 mm, mais trop lourde. Aujourd'hui, des boucliers ultra légers. La céramique pour blindage et moteur n'est pas l'invention d'un génie solitaire. C'est une évolution des guerres jusqu'à l'espace. Tout commence en 1918. Le major britannique Neville Monroe Hopkins remarque que l'acier recouvert d'une fine couche d'émail, autrement dit de céramique primitive, arrête mieux les balles que le métal nu. Testé pendant la Première Guerre mondiale, une révolution, car la céramique brise le projectile au lieu de le laisser passer. La véritable percée a lieu en 1936. Richard Cook, de Goodyear Aerospace, brevette le blindage céramique moderne, plaque d'oxyde d'aluminium ou mosaïque de carreaux sur fibre de verre d'oron. Le principe est simple. La céramique dure pulvérise la balle. L'énergie est absorbée par le support. Au Vietnam, en 1965, on l'attribue aux pilotes d'hélicoptères. Première utilisation au combat contre les armes légères. L'armée américaine a évolué vers l'ESAPI. Le carbure de bord, 2 fois plus léger que l'acier. La céramique sauve des vies. Plus d'1 million de plaques sont vendues chaque année dans le monde. Chacune en carbure de silicium ou de bore. 6 kg dans un gilet. La balle frappe, la céramique se fissure, mais le Kevlar absorbe l'énergie, le soldat survit. Et si je vous disais que le saphir est aussi une céramique? Du saphir synthétique, certes. Une fine poudre d'oxyde d'aluminium, la même que dans le corindon avec lequel on polit les diamants. On en fabrique du saphir artificiel, pas un joyau, mais un verre ultra résistant pour les viseurs et les blindages. Le procédé? Comme cuire un biscuit d'une dureté extrême à des températures infernales. D'abord, on tamise la poudre pure. On y ajoute 0,1% de magnésie pour la stabilité. Ensuite, l'essentiel, la méthode Kyropoulos ou Czochralski. On verse la poudre dans une nacelle de platine. On fait le vide. On chauffe jusqu'à 2050 degrés dans un four à éléments de molybdène. La température monte lentement, de 3 à 5 jours, jusqu'à ce que tout se transforme en lave translucide. Par le haut, on descend une graine, une tige monocristalline de saphir. On retire la graine très lentement, 1 ou 2 mm à l'heure seulement, en la faisant tourner comme une barbe à papa. Le bain fondu cristallise autour. Un cylindre se forme. On refroidit pendant 2 semaines, pour éviter qu'il ne se fissure sous le choc thermique. Le boule obtenu est transparent comme de l'eau, dureté 9 sur l'échelle de Mohs, résistance de 400 cassis en compression. On découpe au laser ou au disque diamanté, en plaques destinées aux viseurs de vision nocturne. Dans le M1 Abrams, les lentilles de saphir des viseurs résistent à 648 degrés lors d'une explosion. Chaque année, le monde consomme plus de 200 millions de tonnes de métaux, mais il en existe un qui est presque impossible à détruire. Pourquoi un petit cube pesant à peine plus qu'une boîte d'allumettes tire-t-il la main vers le bas, comme s'il s'agissait d'un fragment de trou noir? Et comment un matériau qui ne fond qu'à 3400 degrés influence-t-il l'armement, l'électronique et même la géopolitique mondiale? Voici l'histoire du tungstène, le métal qui change la donne. Regarde jusqu'au bout.
Je révélerai un fait sur le tungstène que même certains fabricants dissimulent. Le tungstène est l'un des métaux les plus lourds que nous ayons. Sa densité dépasse celle du plomb, se rapproche de celle de l'or et ne le cède que légèrement à l'osmium, le champion toute catégorie des poids lourds. Dans la main, un morceau de tungstène donne une impression d'injustice. Ce petit cube métallique bien propre, qui devrait logiquement être léger, tire en réalité la paume vers le bas, comme s'il contenait quelques centaines de briques invisibles. Mais ce n'est que le commencement. Le véritable super-pouvoir du tungstène n'est même pas son poids, c'est son tempérament face aux températures extrêmes. La résistance thermique du tungstène est devenue légendaire. Température de fusion supérieure à 3400 degrés Celsius. Aucun compromis, aucun point faible. Il ne se contente pas de supporter des conditions infernales, il s'y sent comme chez lui. Presque tous les autres métaux ramolliront au mieux, ou disparaîtront tout simplement sous l'effet de la chaleur, tandis que le tungstène reste là, observant la scène avec une indifférence glaciale. C'est précisément pour cette raison qu'il est idéal pour les filaments de lampes. Oui, ces bonnes vieilles ampoules à incandescence, car où d'autre trouver un matériau capable d'émettre une lumière blanche éclatante sans se transformer en bouillie jaunâtre? Sa dureté extraordinaire mérite qu'on s'y attarde. Le tungstène pur est plutôt fragile, mais dès qu'on l'associe au carbone, on obtient du carbure de tungstène, l'un des matériaux les plus durs sur Terre. Sur l'échelle de Mohs, il peut rivaliser avec le corindon, et en termes d'application pratique, il est tout simplement hors compétition. C'est le carbure de tungstène qui constitue la base des couronnes de forage, des outils de coupe, des fraises et des forêts, capables de trancher le granit comme s'il s'agissait d'une simple biscotte. Lorsque vous voyez une vidéo où une foreuse pulvérise la roche plus rapidement qu'un couteau de cuisine ne tranche une carotte, sachez que c'est le tungstène à l'œuvre, sous une forme surpuissante et ultra résistante. Dans le domaine de la défense, les alliages de tungstène servent à fabriquer des projectiles sous-calibrés et des éléments perforants. Deux caractéristiques sont ici essentielles, une densité élevée et la capacité de conserver sa dureté sous des contraintes colossales. Lors d'un impact à plusieurs kilomètres par seconde, un métal ordinaire serait tout simplement écrasé, mais le tungstène reste acéré et redoutable. En ce sens, il est véritablement dur comme une balle, seulement 2 à 3 fois plus efficace. Mais l'usage militaire ne représente qu'une partie du tableau. Le tungstène se retrouve dans l'électronique, là où l'on a besoin de contacts capables de résister à des températures et à des charges extrêmes, dans les installations sous vide, dans l'industrie, partout où l'on exige des matériaux qui ne fondent ni ne s'oxydent à la chaleur. Les filaments des tubes cathodiques, les éléments chauffants des fours, les électrodes, partout où règne une chaleur intense, il y a de fortes chances de rencontrer du tungstène, ou du moins ses composés. Le métal lui-même se rencontre rarement dans la nature. Il ne traîne pas dans les gisements comme le fer, et n'apparaît pas à l'état pur comme l'or natif. Il faut l'extraire de minéraux, la wolframite et la scheelite. Le processus est complexe, comporte plusieurs étapes, exige une énergie considérable. Mais c'est précisément ce qui explique pourquoi le tungstène coûte si cher, et pourquoi tous les pays ne peuvent pas simplement décider d'en lancer la production. Mais la demande est tellement énorme que l'industrie traverse patiemment et obstinément toute cette quête technologique. Le tungstène présente également un intérêt particulier. Il résiste remarquablement à la corrosion. Pluie, sel, acidité,
Tout cela représente pour lui à peu près ce que représentent de légères éraflures pour un char d'assaut. Grâce à cette propriété, les alliages de tungstène servent là où d'autres métaux se dégradent, 3 à 6 fois plus rapidement. Et si l'on met de côté le jargon scientifique, on obtient une histoire très simple. C'est un métal qui ne craint ni le poids, ni la pression, ni les températures, ni les chocs, ni le temps. Si le fer est le fondement de la civilisation, l'aluminium, le symbole de la légèreté, et le titane, l'incarnation de la force alliée à la faiblesse du poids, alors le tungstène représente la limite extrême des possibilités métalliques. Densité, dureté, résistance à la chaleur et endurance, tout converge en un seul point, et tout est poussé au maximum. Ce qui est intéressant, c'est que les réserves de tungstène dans la croûte terrestre sont réparties assez largement. Sur chaque continent, à l'exception de l'Antarctique, des gisements ou des réserves prometteuses ont été découverts. Mais les barrières géopolitiques, économiques, écologiques et technologiques font que seule une petite partie de ces réserves est réellement exploitée. Même après la découverte d'un gisement, le chemin vers une extraction à part entière peut prendre des dizaines d'années. Il faut d'abord confirmer les réserves, mener des études géologiques, évaluer la teneur du minerai, la structure du gisement. Tout cela coûte cher. Ensuite, il faut élaborer un projet, trouver des investisseurs, construire les infrastructures, mines ou carrières, routes, installations de traitement. Sans investissements importants et sans demande stable, cela ne fonctionne pas. Tous les gisements ne présentent pas une concentration suffisante en tungstène, ou contiennent ce qu'on appelle un minerai subéconomique, c'est-à-dire un minerai dont la teneur en métal ou la complexité d'extraction rendent l'exploitation commerciale peu rentable. Dans de tels cas, même si la ressource est techniquement connue, les coûts économiques peuvent dépasser les profits potentiels. L'extraction de minerais de tungstène est souvent liée à l'exploitation minière de gisements complexes, skarnes, filons, gisements hydrothermaux et autres. Parfois, les minerais sont mélangés à d'autres éléments, ou se trouvent dans des conditions géologiques difficiles, des régions éloignées, ou nécessitent des technologies coûteuses de concentration et de traitement. De plus, les exigences environnementales, gestion des déchets, contrôle des émissions, circuits d'eau, ajoutent encore au coût. Si un pays ou un investisseur n'est pas prêt à supporter de telles dépenses, le développement est freiné ou ne démarre jamais. Les gisements se trouvent souvent dans des régions éloignées ou instables, où l'instabilité politique, l'absence d'infrastructures, la bureaucratie et les risques découragent les investisseurs. De plus, une partie des plus grandes zones d'extraction et de transformation est concentrée dans quelques pays, ce qui leur confère un avantage stratégique sur le reste du monde. En conséquence, même si d'autres pays possèdent des ressources, celles-ci peuvent être inaccessibles ou économiquement non rentables. Il arrive également fréquemment que d'anciennes mines ferment leurs portes, en raison de l'épuisement du minerai, des fluctuations des prix sur le marché, de l'augmentation des coûts d'extraction, ou encore des restrictions environnementales. La réactivation de telles mines nécessite souvent du temps, des investissements et de nouvelles technologies. Cela signifie que la situation du tungstène ne relève pas de réserves inépuisables, mais bien de gisements exploités de manière sélective, de décisions budgétaires, de viabilité commerciale et de géopolitique. C'est pourquoi le contrôle des mines en activité, leur modernisation, les technologies de transformation et la logistique revêtent souvent plus d'importance que la simple réserve brute de minerais. Chaque année,
Plus de 2 milliards de tonnes de béton armé sont coulées dans des bâtiments à travers le monde. Imaginez des ponts entiers qui s'effondrent parce que l'acier à l'intérieur rouille comme une voiture abandonnée sous la pluie. En Chine, plus de 500 000 ponts font face à cet ennemi silencieux, la corrosion. Si vous placiez tous les barres d'armature rouillées bout à bout, elles feraient 3 fois le tour de l'équateur. Comment un matériau transparent utilisé pour les planches de surf se transforme-t-il en colonne vertébrale des gratte-ciel? Comment la fibre de verre remplace-t-elle l'acier qui a dominé la construction pendant 150 ans? Restez jusqu'à la fin. Vous découvrirez pourquoi les armatures en fibre de verre sont plus résistantes que l'acier, tout en pesant 75% de moins, et comment la Chine construit des infrastructures protégées contre la rouille qui dureront 300 ans. L'histoire commence dans le Jiangsu, dans une usine qui s'étend sur 40 hectares, l'équivalent de 56 terrains de football. D'immenses machines de 12 mètres de haut dominent l'espace, semblables aux tours d'une ville futuriste. Imaginez des bâtiments qui produisent les matériaux pour d'autres bâtiments. L'air vibre du bourdonnement constant de milliers de bobines qui tournent simultanément. Les fibres de verre sortent des fours à une température de 1600 degrés Celsius, plus chaud que la lave volcanique. Avec un sifflement aigu qui fend l'air, des fils plus fins qu'un cheveu humain se déroulent à une vitesse de 3000 mètres par minute. En produisant suffisamment de fibres chaque heure pour faire 2 fois le tour de la Terre. Ce n'est que le début. Ces fils invisibles se transformeront en une structure qui soutient des villes entières. Vient ensuite le bain de résine. D'énormes réservoirs de 15 mètres de long contiennent de la résine époxy, ce liquide doré qui s'écoule comme du miel épais. Les fibres de verre traversent ces réservoirs, créant des cascades brillantes qui reflètent les lumières industrielles, telles des rivières d'or en fusion. Le processus dégage un arôme chimique caractéristique, tandis que la résine adhère à chaque fibre microscopique. À température ambiante de 23 degrés, la viscosité est parfaite, ni trop fluide, ni trop épaisse. Des capteurs contrôlent chaque millimètre de revêtement avec une précision au micron près. Chaque seconde, 50 kg de résine sont consommés, enrobant les fibres. Cette quantité de matériaux suffit pour créer 1500 mètres de tiges finies. Avec un grondement sourd, les pompes maintiennent un flux constant, alimentant la transformation de fils fragiles en tiges incassables. Ensuite, les machines de tressage entrent en action. Des centaines de bobines tournent dans des motifs hypnotiques, comme un balai mécanique d'une précision millimétrique. Les fibres imprégnées de résine s'entrelacent, formant des structures en spirale qui maximisent la résistance. Imaginez des tisserands robotiques, créant des muscles de verre. Le bruit est assourdissant. Un chœur de moteur synchronisé qui résonne dans la poitrine. Chaque machine produit un grondement continu, tandis que les bobines effectuent 3000 rotations par minute. Des nuages de vapeur s'élèvent lorsque les fibres humides passent à travers les rouleaux de compression, traitant suffisamment de matériaux par équipe pour construire 2 ponts complets. La tension appliquée est exactement de 85 kg par fibre, trop peu, et la barre sera faible, trop, et les fibres se rompront. La précision ici détermine si le bâtiment résistera à un tremblement de terre. Vient ensuite le four de durcissement, le cœur du processus. Les tiges pénètrent dans des tunnels de 25 mètres baignés de lumière infrarouge. À 180 degrés Celsius, les molécules de résine s'entrelacent chimiquement avec les fibres de verre. Ce processus, comparable à la cuisson du pain, mais au niveau moléculaire, forge cette résistance légendaire. Les tiges avancent lentement, restant exactement 12 minutes à l'intérieur du four. Des capteurs laser mesurent la température en 200 points différents chaque seconde. Si une section dévie de plus de 3 degrés,
les alarmes retentissent immédiatement. Cette étape est critique car elle détermine si la tige durera 5 ans ou 500 ans. La polymérisation doit être parfaite. Chaque molécule de résine se lie à ses voisines dans un réseau tridimensionnel incassable. Imaginez ceci, des millions de chaînes moléculaires forment une armure invisible qui ne rouillera jamais. Après le durcissement, vient le système d'étirage. Des rouleaux géants de 3 mètres de diamètre, comme des roues de train, tirent les barres avec une force contrôlée de précisément 2000 kg. Le grincement rythmique des rouleaux marque le pouls de la production. À une température de 90 degrés, les barres sont encore malléables, mais possèdent déjà leur structure moléculaire définitive. Les rouleaux impriment des textures de surface, des crêtes et des sillons qui permettent au béton d'adhérer parfaitement. Sans ces marques, les barres glisseraient dans le béton, comme des baguettes dans du beurre. Les barres sortent chaudes mais solides, refroidissant progressivement à l'air libre. Chaque minute, 40 mètres de barres finies sortent du système. C'est un ballet industriel, où physique et chimie dansent en synchronisation. La moindre erreur et des mois de travaux de construction peuvent être perdus lorsque la structure cède. Vient ensuite la découpe de précision. Des scies diamantés industriels, tournant à 5000 tours par minute, coupent les barres continues en longueurs exactes. Le bruit est perçant, comme 1000 cristaux qui se brisent simultanément. Des étincelles oranges jaillissent en arcs lumineux lorsque le diamant mord le composite en fibre de verre. Cette étape est critique, car chaque barre doit mesurer exactement 6 mètres, pas 1 centimètre de plus, pas un de moins, pour s'intégrer parfaitement dans les coffrages de construction. Des capteurs laser vérifient chaque coupe avec une précision au dixième de millimètre. À une cadence de 20 coupes par minute, il n'y a aucune place pour l'erreur humaine. Imaginez cela, des robots qui coupent avec une précision chirurgicale à l'échelle industrielle. Les barres tombent sur des convoyeurs souples, s'organisant automatiquement en paquets de 50 unités. Chaque paquet représente l'armature pour 3 étages d'un bâtiment résidentiel. Après la découpe, vient le contrôle qualité finale. Chaque tige passe dans des machines de test qui appliquent jusqu'à 12 tonnes de force de traction, l'équivalent du poids de 2 éléphants d'Afrique adultes tirant dans des directions opposées. Les véritables tiges en fibre de verre ne fléchissent même pas sous cette pression extrême. Des caméras haute vitesse capturent 1000 images par seconde, détectant la moindre imperfection microscopique en surface. Des rayons X pénètrent le matériau, vérifiant la répartition uniforme des fibres, comme des radiographies médicales, mais pour les matériaux de construction. À température ambiante de 20 degrés, les propriétés doivent être parfaites. Cette étape est critique, car une seule tige défectueuse dans un pont peut provoquer un effondrement catastrophique. Celles qui échouent sont rejetées, moins d'1% du total. Les tiges approuvées reçoivent des codes QR gravés au laser, qui tracent chaque détail de leur fabrication. Cela n'a pas toujours été aussi avancé. Encore en 1950, lorsque les premiers ponts modernes de Chine étaient reconstruits, l'acier était le seul matériau disponible. Ces structures ont commencé à rouiller au bout de 10 ans. L'humidité et le sel attaquaient sans relâche. L'effondrement du pont de Qijiang en 1999 a coûté la vie à 40 personnes, lorsque les barres d'acier corrodées ont cédé. La percée est survenue lorsque des ingénieurs de Shanghai ont découvert en 2005 que la fibre de verre,
utilisés dans les yachts, pouvaient renforcer le béton mieux que l'acier. Les premiers ponts pilotes ont dépassé toutes les attentes. Après 15 ans, dans des environnements marins hostiles, zéro corrosion. Les essais ont montré que, tandis que l'acier perd 40% de sa résistance en 30 ans, la fibre de verre conserve 95%. Aujourd'hui, plus de 3000 ponts chinois utilisent exclusivement des armatures en fibre de verre. La technologie, qui a débuté dans un laboratoire universitaire, protège désormais des millions de vies chaque jour. Les émissions de carbone sont réduites de 32% par rapport à la production d'acier traditionnel, l'équivalent de retirer 3 millions de voitures de la circulation chaque année. L'énergie nécessaire est inférieure de 60%, car il n'y a pas besoin de fours géants à 2000 degrés comme l'exige l'acier. L'industrie économise plus de 22 milliards de dollars par an en frais de maintenance. Les ponts avec armature en acier nécessitent des réparations tous les 15 ans, mais ceux en fibre de verre restent intacts pendant 300 ans. Les coûts initiaux de construction sont supérieurs de 25%, mais les économies à long terme sont astronomiques. Alors, voici le secret promis. La fibre de verre possède une résistance à la traction supérieure de 70% à celle de l'acier, tout en ne pesant qu'un quart de son poids. Cela signifie que vous pouvez construire plus haut, plus long, plus audacieux, sans le poids mort qui limite l'acier. La conductivité thermique est quasiment nulle, donc elle ne se dilate ni ne se contracte avec la température. Adieu les fissures saisonnières qui détruisent les trottoirs. Des fibres microscopiques fondues à 1600 degrés jusqu'aux barres finies qui supportent des tonnes de pression, le cycle est bouclé. Rien ne disparaît, tout se transforme en infrastructure qui défie le temps lui-même. Chaque année, l'humanité extrait moins de 200 tonnes de platine, 10 fois moins que d'or. Et pourtant, c'est elle qui fait avancer la civilisation moderne. Elles ne rouillent pas, ne font pas même à une température supérieure à 1768 degrés, et est capable de purifier l'air que nous respirons. Oui, peut-être qu'en ce moment même, à l'intérieur de votre voiture, travaille un minuscule morceau de platine, caché dans le catalyseur. Mais comment ce métal précieux parcourt-il le chemin depuis les mines sombres d'Afrique du Sud jusqu'à l'éclat des bijoux et au moteur du futur? Regarde jusqu'à la fin et tu découvriras ce qui changera ta perception de la valeur des métaux pour toujours. Le platine est un élément chimique de numéro atomique 78, qui appartient au groupe des métaux du platine, comprenant également le palladium, le rhodium, le ruthénium, l'iridium et l'osmium. Il est extrêmement rare. Ses réserves dans la croûte terrestre sont bien inférieures à celles de l'or, ce qui le rend exceptionnellement précieux. Le platine ne s'oxyde pas à l'air même à haute température, ne réagit pas avec la plupart des acides et bases. Cela le rend idéal pour une utilisation dans des environnements agressifs. Le platine a un point de fusion de 1768 degrés Celsius. Cela signifie qu'il résiste à des conditions extrêmes. Le platine accélère les réactions chimiques tout en restant inchangé. Cette capacité le rend indispensable dans l'industrie. Malgré sa solidité, le platine se travaille assez facilement, ce qui permet de créer les fils les plus fins ou des bijoux complexes. L'un des domaines d'application les plus importants du platine est la fabrication de catalyseurs pour automobiles. Vous ne le soupçonniez peut-être même pas, mais c'est précisément ce métal précieux qui protège chaque jour l'air que nous respirons.
Comment cela fonctionne-t-il? Lorsque le moteur de votre voiture tourne, il dégage des gaz nocifs. Oxyde d'azote, monoxyde de carbone et hydrocarbures imbrûlés. Ces substances sont les principaux polluants atmosphériques, contribuant à la formation de smog, de pluies acides et de problèmes de santé. Le catalyseur est un dispositif spécial installé dans le système d'échappement de la voiture. Sa partie interne se compose de nids d'abeilles en céramique ou de plaques métalliques recouvertes d'une fine couche de métaux précieux, platine, palladium et rhodium. Lorsque les gaz d'échappement chauffe traversent ces surfaces recouvertes de platine, une réaction chimique étonnante se produit. Les oxydes d'azote se décomposent en azote et oxygène inoffensif. Le monoxyde de carbone et les hydrocarbures se transforment en dioxyde de carbone et eau inoffensif. Sans platine dans les catalyseurs, les émissions de substances nocives des automobiles seraient des dizaines de fois plus élevées. Cette technologie a permis d'améliorer considérablement la qualité de l'air dans les villes du monde entier et constitue un exemple éclatant de la façon dont les matériaux de haute technologie aident à résoudre les problèmes écologiques mondiaux. L'extraction du platine est un processus extrêmement complexe, laborieux et coûteux, nécessitant des investissements importants et l'application de technologies de pointe. C'est l'une des raisons de son coût élevé. Le platine, comme la plupart des métaux précieux, se trouve rarement en forte concentration. Généralement, il est extrait de minerais où il est présent en très faible quantité, souvent seulement quelques grammes par tonne de roche. Le platine se trouve dans des formations géologiques spécifiques, telles que des roches intrusives ultra-basiques et basiques, ou dans des gisements alluviaux. Les géologues effectuent une exploration détaillée, utilisant des méthodes géophysiques, des forages et des analyses chimiques d'échantillons pour déterminer la taille, la profondeur et la concentration du minerai. Cela peut prendre des années. Vous imaginez? Des années. Pour que vous ne respiriez pas d'oxyde d'azote pendant que vous allez au travail. L'extraction souterraine est la méthode la plus courante pour les gisements primaires de platine, car le minerai se trouve à des profondeurs considérables, c'est-à-dire de centaines de mètres à plusieurs kilomètres. On construit des mines, on creuse des tunnels et des galeries. On utilise des foreuses et des explosifs pour extraire le minerai. Ensuite, le minerai est transporté à la surface à l'aide d'ascenseurs ou de systèmes de convoyeurs. Certains gisements, où le minerai se trouve plus près de la surface, peuvent être exploités à ciel ouvert. Cela implique la création d'immenses carrières où la roche est extraite à l'aide d'excavatrices et de camions. Dans certaines régions, le platine est extrait de dépôts fluviaux ou de couches alluviales anciennes. Cela se fait à l'aide de dragues, d'excavateurs hydrauliques ou de méthodes de séparation par gravité, car le platine est plus lourd que la plupart des autres minéraux. Le minerai extrait arrive à l'usine de traitement, où il est d'abord broyé dans de grands concasseurs. Ensuite, le minerai est transformé en poudre très fine, dans des broyeurs à boulets ou à barres, ce qui est nécessaire pour libérer le platine des grains minéraux. La poudre de minerai broyée est mélangée avec de l'eau et des réactifs chimiques spéciaux qui adhèrent sélectivement aux particules de minéraux de platine. Le mélange est intensément agité, en y faisant passer de l'air. Les réactifs avec les particules de platine adhèrent aux bulles d'air et remontent à la surface, formant une mousse. Cette mousse est collectée et la roche stérile est éliminée. On obtient ainsi un concentré contenant une concentration beaucoup plus élevée de platine et d'autres métaux du platine dont nous avons parlé au début de la vidéo. Le concentré obtenu est ensuite traité. Il est fondu dans des fours spéciaux à haute température pour séparer les métaux des impuretés indésirables.
Ensuite, suit un processus de raffinage en plusieurs étapes: purification chimique et électrolytique. Cette étape est la plus complexe, car le platine et les autres métaux du platine sont très similaires dans leurs propriétés chimiques, et leur séparation nécessite un équipement de haute précision et des réactifs spéciaux. Chaque métal du groupe du platine, c'est-à-dire platine, palladium, rhodium, ruthénium, iridium, osmium, est séparé individuellement jusqu'à une haute pureté, soit 99,99% et plus. Après les étapes complexes de raffinage, lorsque le platine a déjà été séparé de ses parents, les autres métaux du groupe du platine, et a atteint une haute pureté, arrive l'étape finale, mais non moins spectaculaire: lui donner sa forme finale. Cela peut être un lingot brillant, de petites granules ou des formes spéciales, prêtes pour une utilisation ultérieure dans les domaines les plus variés. Le processus de création de lingots de platine exige une haute précision et un contrôle rigoureux. Le platine purifié, qui se présente sous forme de poudre ou de petits morceaux, est placé dans des creusets spéciaux. Généralement fabriqués en matériaux céramiques de haute pureté ou en graphite, qui résistent à des températures extrêmement élevées. Ces creusets sont placés dans des fours sous vide ou à gaz inerte, où le platine fond à une température de près de 2000 degrés. La fusion elle-même est un spectacle captivant. Le métal se transforme en un liquide argenté blanc, intensément brillant, qui rayonne dans l'obscurité du four. Lorsque le platine est complètement fondu, il est soigneusement versé dans des moules préalablement préparés. Ces moules doivent également être extrêmement propres et résistants aux hautes températures. On utilise souvent des moules en graphite qui refroidissent lentement, permettant au métal de cristalliser uniformément. Plus de 80% de l'extraction mondiale de platine revient à l'Afrique du Sud. D'autres producteurs importants sont la Russie, le Zimbabwe, le Canada et les États-Unis.